nous allons reprendre comme convenu à presque 14 heures avec une table ronde sur les équipements publics sobres à l'épreuve du temps. Et pour cette nouvelle table ronde, je vais céder la parole à Stéphanie Roy, ma consoeur, également journaliste à l'Opinion. Bienvenue Stéphanie. Merci beaucoup Cécile. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous et je vais tout de suite inviter à me rejoindre, moi aussi sur scène, les 5 intervenants de ce débat. Je vous en prie, prenez place. On peut. Ah, si c'est sous votre photo en plus, alors là c'est formidable. Merci à tous les 5 d'être avec nous pour nous partager donc ce retour d'expérience de votre aventure des JO Paris 2024. Alors je ne vous représente plus puisque vous êtes cité, précisé là juste au-dessus de vos têtes. Simplement peut-être pour entamer ces échanges et puis pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu la chance d'être avec nous ce matin, on va peut-être commencer avec vous, Benjamin Laurent, pour que vous nous représentiez, alors du coup en quelques mots, puisqu'il en a été beaucoup question aussi ce matin, la Solideo et puis les défis qui lui ont été confiés, qui étaient quand même assez costauds sur la feuille, sur le papier en tout cas. Bonjour à tous. Cet échange il s'inscrit dans la suite des propos qui ont été évoqués ce matin, notamment dans le cadre des ambitions environnementales, de tout le travail sur la réversibilité. Dans le cadre des objets olympiques et paralympiques, on avait évidemment le village des athlètes qu'on a évoqué ce matin, mais également d'autres équipements qui sont des groupes scolaires, qui sont des gymnases, qui sont des franchissements, qui sont de la rénovation urbaine et qui faisaient partie intégrante de ces 70 environ projets olympiques que l'on avait dans le cadre de la supervision en maîtrise d'ouvrage propre ou en supervision avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Et ces ouvrages-là, comme ce qui a été évoqué ce matin, avaient les mêmes ambitions et le même cahier des charges. Ces ambitions environnementales, elles ont été déclinées donc depuis 2018, qui a été acté dans le cadre du conseil d'administration de la Solideo, et également à tous les équipements sur lesquels on a été amené à travailler collectivement, que ce soit des constructions neuves ou de la rénovation. Donc les 4 grands enjeux qu'on a évoqués ce matin, les enjeux de carbone, d'objectifs carbone associés à de l'économie circulaire, tous les enjeux de confort, comment on construit, comment on rénove une ville, un bâtiment, un espace public aujourd'hui, sous des climats qui vont être changeants, sous des conditions climatiques importantes, des vagues de chaleur, etc. Et puis des enjeux de biodiversité sur le long terme, comment on aménage un bâtiment, comment on aménage un espace public, avec une palette végétale qui est spécifique à l'endroit où on intervient, pour assurer une pérennité de l'aménagement. Et donc tous ces équipements-là, on les a traités de la même manière. Ils ont pu être considérés de second rang parce que certains n'ont pas été utilisés directement pendant les Jeux, certains groupes scolaires, mais par contre, ils ont été une utilité dans le cadre de l'héritage. Je rappelle le propos d'Henri et de Kevin ce matin. Les Jeux n'étaient qu'une étape pour la phase héritage. La Solideo était en charge de l'ensemble de ces ouvrages-là et ça a été notre leitmotiv à tous depuis le début et l'ensemble des personnes qui sont autour de la table se sont imprégnées de ces éléments-là. Ça a été aussi, et c'est ce qui a été évoqué ce matin, et je pense que c'est important de le reprendre dans le cadre des équipements, un travail collectif. On a beaucoup parlé de maîtrise d'ouvrage, on a beaucoup travaillé avec les entreprises, avec les compagnons, avec l'ensemble des bureaux d'études qui nous ont accompagnés, avec l'équipe au sein de la Solideo qui a travaillé sur ces sujets-là, Julie, Lilian, Antoine en a parlé ce matin, Kelly. Ce sont tous cet écosystème-là, ce système de projet qui a fait sens, y compris pour les équipements. On ne peut considérer la réussite de ce projet-là que de façon collective. Les compagnons, les entreprises, il a fallu les sensibiliser, comme par exemple si on utilise du bois au gymnase ou sur le CAO avec cette charpente qui évolue et qui est une prouesse architecturale en elle-même. Il a fallu qu'on trouve le relais et les entreprises pour qu'elles puissent réaliser au regard du cahier des charges et qui respectent les enjeux, qui est un enjeu de fonctionnalité pendant les Jeux et après les Jeux aussi.
on a travaillé cette notion de réversibilité sur le village, sur le bâti. C'est exactement la même chose sur l'équipement lui-même. On en parlera sûrement sur le centre aquatique. On a 2 usages. On avait un usage jeu pendant qui a accueilli des compétitions, et puis en héritage, on a une multifonctionnalité du lieu avec du paddle, de l'escalade, etc. Donc cet enjeu de réversibilité-là, il a été également présent dans le cadre de l'achèvement de ces équipements. On a livré les équipements dans les temps, dans les budgets, et pour l'héritage, pour les collectivités qui vont ensuite l'exploiter par la suite. C'est très clair, vous l'avez évoqué, ces enjeux de sobriété énergétique, la biodiversité, etc. Tous ces enjeux forts et ô combien importants. Concrètement, comment se sont-ils traduits chez vous, architectes, tout d'abord dans la conception des bâtiments qui vous ont été confiés? Guillaume Coupet, votre cabinet, Archi5, a notamment planché sur le gymnase du Bourget. Comment vous avez intégré ces critères? Est-ce que c'était complexe pour vous ou finalement c'était quelque chose que vous faisiez déjà beaucoup? Alors nous, on est une agence d'architecture qui avait déjà pas mal d'expérience notamment dans la construction bois. Donc c'est pas un cahier des charges qui nous a spécialement effrayés, on va dire, mais on était plutôt satisfaits de voir les ambitions que pouvait porter la Solideo à ce moment-là. Et donc nous, la sobriété, elle s'est traduite. Donc il y a plusieurs aspects toujours sur la Solideo, mais d'abord dans la construction, avec l'usage du bois sur ce gymnase du Bourget, qui est une grande toiture aussi, qui un peu comme la piscine olympique, qui accueille différents usages. Donc pour contextualiser un petit peu, c'est le gymnase qui a servi pour les entraînements et les échauffements des épreuves d'escalade qui se sont déroulées au Bourget pendant les Jeux. Et donc c'est un gymnase qui accueille une salle omnisport avec des murs d'escalade assez importants qui rassemblent les 3 grandes disciplines de l'escalade. Voilà, si on a les visuels. Et donc justement la sobriété de la construction, elle passait déjà par les matériaux, donc par l'usage du bois. Sur cette toiture qui est un peu hors norme par rapport à un gymnase de cette échelle-là, parce avec les murs d'escalade, on arrive à 38 mètres de portée, donc on est passé sur des poutres treillis un peu plus importantes. On a 200 mètres cubes de bois de structure, par exemple, sur le projet. Et en même temps, c'est essayer de mettre du bois, d'utiliser le bois et les matériaux biosourcés dans tous les aspects où on peut le faire. Sur les menuiseries, sur l'agencement intérieur, sur les murs d'escalade aussi, par exemple. On est très fiers d'avoir des murs d'escalade qui sont 100% bois, et c'est pas toujours le cas sur ce type d'équipement. C'est même plutôt rare, non? C'est des entreprises qui sont très spécialisées, et il y a eu un engagement de tous pour s'engager avec une entreprise qui fait du 100% bois et local en Île-de-France. Donc ça c'est un point. Donc voilà, cette sobriété de la construction avec l'usage du bois et en le mettant au bon endroit et pas forcément partout. Il y a aussi des parties en béton qui sont en béton parce qu'elles sont beaucoup plus logiques d'être faites en béton, les blocs vestiaires, etc., les gradins. Et puis il y a forcément une ambition de sobriété en fonctionnement sur les économies d'énergie. C'est un projet qui à l'époque était RT 2012 moins 40%, donc ça semblait vraiment être un rabais assez important, qui est devenu peut-être un peu plus la norme avec la RE 2020, mais avec des panneaux photovoltaïques en toiture qui permettent aussi d'apporter une production. Mais voilà, pour nous, la sobriété en fonctionnement, c'est d'abord la qualité de l'enveloppe. C'est un projet où on a travaillé beaucoup sur les apports solaires, sur le confort d'été, la lumière naturelle pour minimiser les consommations d'éclairage qui sont assez impactantes sur ce type d'équipement. Donc voilà, c'est la sobriété dans son ensemble. Ça rejoint l'analyse de cycle de vie qui fait partie des méthodes d'analyse, quoi. Tout à fait. Laure Mériot, Cécilia Gross, vous avez travaillé ensemble, vous. C'est déjà en soi une expérience qui n'est pas forcément hyper fréquente sur le centre aquatique olympique, qui est un équipement important à la plaine Solia à Saint-Denis. Même question qu'à Guillaume Coupet. Comment vous vous êtes un peu creusé les méninges pour faire entrer un peu tout cela dans le projet, tous ces objectifs? Je dirais que la première sobriété, c'était de faire la juste mesure, comme on aime dire avec Laure. Donc de se re-questionner qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Et avant l'utilisation du bois, c'était de dire comment on peut réduire les volumes, qui sont quand même importants à chauffer à cause des tribunes, à cause du plongeon, et qui a amené cette toiture concave qui fait finalement toute l'identité du lieu et son unicité aussi de sa charpente en bois.
Et du coup, c'était l'espace qu'on ne construit pas, c'est l'espace qu'on n'a pas besoin de chauffer. Alors ça paraît très simple, mais je crois qu'on a vraiment fait l'exercice de retourner dans un espèce de bon sens et de se dire, on a des pratiques, est-ce que c'est toujours les bonnes pratiques? Et c'est vraiment un atout, on va citer quelques exemples, du fait aussi d'avoir de confronter deux agences avec des mêmes valeurs et des mêmes méthodes de travail, mais nous on est basé à Amsterdam, à 234 à Paris, donc on a le même travail mais dans des contextes très différents, donc ça nous pousse à penser différemment, et je pense que c'est vraiment ce que tu disais aussi, la force de l'équipe, hein, de s'écouter, de comprendre, et puis des fois d'avoir des petites innovations. Donc la charpente, c'est une grande innovation, mais il y a des petites choses qui font quand même qu'on améliore cette sobriété. Oui, comme le disait Cécilia, donc il y a la charpente et le bois qui est vraiment important et qui est l'image du bâtiment, avec vraiment aussi la question de la finesse qu'on a travaillé avec notre bureau d'études SBP, qui a quand même œuvré énormément à la réussite, ainsi que Mathis de cet ouvrage. Mais après, dans des choses qui paraissent peut-être qui sont moins visibles à l'œil nu, on a un exemple on a beaucoup travaillé sur la compacité du bâtiment en superposant des fonctions et tout ça pour laisser un maximum de pleine terre et d'avoir un parc à côté de notre bâtiment. Et en fait, était dans le programme demandé une régie de camions pour les grandes compétitions, parce qu'il faut savoir qu'on a accueilli les JO. On est en héritage multisport et on va réaccueillir des très grands événements comme le championnat d'Europe de natation en 2026 par exemple. Donc les médias vont revenir et tout ça. Et donc ils nous demandaient 2500 mètres carrés en gros de parking pour des camions qui allaient venir 15 jours par an ou tous les 5 ans sur le terrain. Et ça, c'est vraiment la question d'avoir pris le projet par l'héritage plutôt que par la réponse à la grande compétition. On s'est dit, bon, mais en fait, c'est 15 jours, donc il faut le traiter comme un événement éphémère, comme on traite tout événement qui va se passer dans une ville ou dans un stade. Et donc, on a câblé le sol, avec des prises au sol pour tous ces camions. Et en fait, il y a une grande prairie qui fait que ça devient le solarium de la piscine aqualudique, ça devient de la terre dans laquelle l'eau s'infiltre, et tout d'un coup quelque chose qui est agréable à voir pour tous les jours. Et ça, c'est vraiment un exemple. Et donc, quand il y a des grandes compétitions, on met des plaques de répartition au sol, les camions se branchent, ils ont un plan pour se garer correctement et tout ça. Donc c'est vraiment avoir la fonctionnalité la meilleure pour tous les événements, mais mettre au premier chef et comme première priorité la longue durée et ce qui se passe tous les jours plutôt que l'événementiel qui pourrait être ce qui donne le plus de visibilité finalement au bâtiment. Alors que ce qui nous a intéressé, nous, c'est vraiment comment on va vivre tous les jours, comment les gens du territoire, de la métropole vont venir dans ce centre. Et oui, cette notion d'héritage. Un point peut-être, ce que vous l'avez souligné, c'est une collaboration entre deux cabinets, un basé à Paris, en France, et l'autre à Amsterdam. Est-ce que ça a été aussi... ça a permis peut-être des réflexions sur des différences même réglementaires de pratique sur cette notion de sobriété, parce qu'on sait bien que selon les pays, c'est pas toujours les mêmes standards. Du coup, oui, il y a un gros sujet, l'eau. L'eau, une de nos plus grandes ressources avec laquelle on doit faire très attention. Et en fin de compte, on s'est aperçu de plein de façons de pratiquer différentes, plein de façons de traiter l'eau différemment. Et ce souci d'économie de l'eau qu'on a fait en faisant on a fait un bassin de plongeon hyper compliqué, le fond, parce qu'on s'est dit finalement, si on suit les règles et qu'on fait la version négative, c'est un peu compliqué à construire, soyons honnêtes, mais Bouygues l'a très bien fait. Mais par contre, on arrivait par rapport à un stade classique à économiser 25% d'eau. Donc ça, c'était quelque chose qu'on pouvait faire. Après, il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas faire encore, mais qui vont être dans le futur, parce que les règles sont différentes de l'ARS. Donc on a quand même réussi à récupérer de l'eau qu'on devait rejeter pour laver les plages. Alors ça paraît une petite pierre dans l'édifice, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à faire comme première piscine. Et je dirais le
plus gros défi qui reste à faire, vu qu'on est là pour savoir c'est quoi l'échelle, c'est quoi la suite, c'est cette notion de vidange des bassins qui est venue sur la table il y a un an, quelque chose comme ça, 1 an et demi, où finalement on est obligé pour l'instant de vider ce bassin de 5500 mètres cubes d'eau propre, parce qu'elle est propre, c'est pas en un jour qu'elle est sale, globalement, et que nous, aux Pays-Bas, même en Belgique, on ne le fait jamais, et on se porte bien, on arrive toujours à bien se porter. Donc, il y a vraiment ce côté d'intelligence collective qui a été démontré dans le talent d'expertise de la France. Et si on regarde un peu plus loin, au-delà des frontières, je pense qu'on a plein de leçons. Et moi, j'en ai appris aussi beaucoup que j'exporte aux Pays-Bas pour dire comment on est plus intelligent et vraiment dans ce souci de la ressource et de la sobriété qu'on doit faire parce qu'elle manque énormément. Donc peut-être des sources d'inspiration pour de futurs projets alors. Oui, peut-être juste pour rebondir sur cette notion qui évoquait la notion de l'eau. Dans l'exemple qui est donné là, c'est montrer comment ces sujets peuvent être réplicables. C'est un peu la thématique que l'on retrouve dans l'ensemble de la journée. Et ces enjeux-là, ils sont facilement réplicables sur tous les équipements. La récupération d'énergie sur eau grise, la récupération des eaux. Ça a été un travail qui a été très important avec l'ARS notamment pour faire valider le nettoyage des plages avec de l'eau réutilisée. C'est toutes ces micro-innovations qu'on va dire qui sont très importantes. On a parlé du juridique ce matin, on en revient sur le cadre réglementaire pour réutiliser ces éléments-là, dans lesquels des équipements qu'on a utilisés, on a aussi le bâtiment SIC sur le village des athlètes, ont permis d'avancer dans cette notion-là. On a aussi sur le centre aquatique olympique, on a des boucles d'eau plus ou moins élevées avec des dispositifs de récupération d'énergie qui nous permettent de diminuer très en amont les consommations énergétiques et donc l'impact pour la collectivité qui va ensuite exploiter ce lieu, de réduire les coûts de consommation et les coûts d'exploitation. Un mot parce que on l'a dit, c'était quand même un contexte un petit peu hors norme, des délais assez serrés. Tout a été livré dans les temps, 70 équipements, bravo. Pour ça, il fallait un chef d'orchestre, ça a été le rôle de la Solidéo. Et aussi un mode opératoire, on va dire, très méthodique, un suivi très régulier avec toutes les parties prenantes. Benjamin, vous aviez le micro, je vous propose de le garder simplement pour nous expliquer un petit peu cette notion-là de suivi pour embarquer tout le monde à toutes les étapes. Ce travail-là, il a été mené dès le début. On avait un enjeu qui a été de travailler collectivement avec les entreprises et les maîtres d'ouvrage sur la programmation, ce qu'on allait faire de cet équipement. Et ce que tu évoquais était complètement ça, c'est de travailler sur un centre aquatique, comme sur Prisme ou comme sur le gymnase, de l'utilisation in fine de l'héritage. Donc il y a une grande partie de travail sur qu'est-ce que j'en fais, quelles sont les activités que je vais retrouver dans cet équipement, comment la collectivité va être en capacité d'utiliser, de maintenir cet élément-là. Donc, quand on parle de rénovation d'ouvrages comme le gymnase Pablo Neruda ou de construction neuve, on réalise ce qu'on appelle des diagnostics. Avant de comprendre comment fonctionne ce dispositif, on regarde comment se présente la façade, comment se présente le fonctionnement de l'enveloppe, quels sont les équipements à l'intérieur que l'on peut conserver. On a des diagnostics ressources, on met dès le début les enjeux d'économie circulaire dans la balance, pour ensuite essayer de définir pour chaque projet, je dirais, un bouquet de travaux qui correspond aux objectifs qu'on s'est fixés en termes financiers et en termes environnementaux. Et ensuite, ces enjeux-là, plus on est précis avec les entreprises sur cette phase amont de programmation, puis on est en capacité ensuite d'atteindre ces objectifs et de le suivre de façon cohérente. On a 4 grands jalons qui sont la programmation, qui sont, je dirais, l'APD, le dépôt du PC, ensuite le pro et l'exé, qui sont ces 4 grandes étapes dans lesquelles on est en capacité d'évaluer un certain nombre d'indicateurs qui seront présentés juste après. Toujours dans un dialogue complet avec les entreprises et les maîtrises d'ouvrage. On se rend compte parfois qu'il y a des problématiques qu'on peut retrouver qui peuvent empiéter, qui peuvent modifier le programme. Et bien ces échanges extrêmement réguliers et nourris, je reprends le terme de Yann de ce matin, ces échanges ils sont nourris à partir de données issues des études des entreprises qui permettent de prendre une décision, qu'elle soit la meilleure possible pour l'héritage et pour livrer dans les temps et dans le budget. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné par itération, par réponse à des injonctions contradictoires qu'on a essayé d'évaluer et de créer ce critère de décision qui nous permettent de livrer
dans les temps cet ouvrage-là. Que ça soit pour de la rénovation, que ça soit pour un groupe scolaire, où là on avait aussi également la nécessité de le livrer pour qu'il soit disponible pour la rentrée de septembre par exemple. Et ces enjeux-là, ils étaient extrêmement importants à ces différentes étapes, par une comitologie qu'on avait mis en place, par des échanges de mails, par une forme de transparence aussi qui était assez importante, qui a été créée par une forme de confiance de ce collectif-là, pour présenter des éléments au conseil d'administration qui soient ensuite validés, des avis, ce qu'on appelle des avis qui ont été validés aux différentes étapes, pour aboutir à une évaluation qui est identique à l'évaluation initiale. On essaie d'analyser, notamment si on parle des performances énergétiques en rénovation, de se dire in fine comment on y arrive et qu'est-ce qu'on obtient en réalité par rapport à ce qu'on avait prédit. Donc toujours ces enjeux d'évaluation et de continuité d'échange avec l'ensemble des entreprises et des équipes. Robin Monnier, vous représentez le département de la Seine-Saint-Denis qui a accueilli plusieurs équipements, la piscine de Marville, le Prisme, ce complexe sportif et parasportif. À partir de quel moment vous embarquez dans cette aventure-là ? En tant que maître d'ouvrage, on embarque dès le début. Alors, le département est embarqué dans l'aventure olympique dès la candidature, mais en tant que maître d'ouvrage, on a construit donc la piscine de Marville, on a construit le Prisme. Deux choses de particularité que je voulais souligner. Le programme, l'étape programmatique, la définition de ce qu'on veut faire, tout à fait importante pour que la suite se déroule correctement. S'agissant d'ouvrage olympique, elle a été un peu particulière parce qu'il a fallu conjuguer justement, ce qui est la thématique de la journée, réussir à accueillir des épreuves ou des entraînements pendant une durée très courte à l'échelle de la vie de l'ouvrage, mais absolument indispensable d'être au rendez-vous en qualité, en confort, en timing évidemment, mais pour une période très courte, et conjuguer cette exigence d'extrême qualité sur une période courte avec toute une vie d'ouvrage. Et donc, ça rejoint la notion d'héritage. Comment on s'assure que ce qu'on réalise pour cette double quinzaine olympique, c'est ce dont le territoire a besoin pour ensuite toute la vie d'ouvrage. Donc tout ce travail-là qui a été fait de manière très... c'est un travail assez innovant dans le sens où on le fait rarement. On essaie en général, quand on programme un équipement public, plutôt de penser au temps long et pas à l'événement. Et donc je voulais vraiment insister sur l'accompagnement qu'on a eu avec la Solidéo pour travailler cette dualité programmatique. Premier élément. Deuxième élément, je suis pas concepteur, on est maître d'ouvrage, donc je reste dans mon rôle de maître d'ouvrage. Un élément tout à fait important aussi, c'est ce qu'on peut appeler la stratégie opérationnelle. En gros, comment on va les conduire, ces opérations, en tant que maître d'ouvrage. Est-ce qu'on va faire des marchés complexes, est-ce qu'on va faire des LOMOP, est-ce qu'on va faire du résultat séparé, etc. Et s'agissant du sujet des objectifs environnementaux ou d'ailleurs autres, des objectifs de performance de manière générale, nous on a fait le choix pour ces deux opérations du marché global de performance. Quelles sont ces caractéristiques qui nous permettent de confier, de transférer les risques des objectifs, pour le dire comme ça, de manière un peu juridique et pas très jolie, mais on confie le soin au groupement du concepteur, constructeur et exploitant de mener à bien et d'atteindre les objectifs de performance environnementale qu'on lui fixe. Et un des avantages de ce modèle-là, c'est de s'assurer que les objectifs soient mesurables et atteints. Et on essaye de diminuer les risques de dilution des responsabilités des objectifs avec ces éléments-là. Alors, il y a plein d'autres opérations où ces marchés ne sont pas forcément adaptés. Je ne veux pas du tout en faire la promotion exclusive. Mais en tout cas, là, on a trouvé que c'était intéressant. Par ailleurs, puisqu'on parlait de vie de l'ouvrage, on a aussi beaucoup réfléchi au mode d'exploitation, c'est-à-dire qui allait ensuite faire vivre le Prisme ou la piscine de Marville, ou même question, j'imagine, sur le CAO. Et donc on a travaillé à des délégations de services publics qui viennent ensuite prendre l'ouvrage une fois qu'il est livré pour pouvoir porter le projet d'équipement qui est le projet du territoire et des collectivités qui l'accueillent. Je me tourne également vers les trois architectes qui sont en présence. Cette notion de comitologie, c'est le mot que vous avez employé, Benjamin Laurent, de suivi point par point, c'était quelque chose de nouveau pour vous. Vous étiez habitué à ce process quand même très, très balisé, tout en vous laissant une grande liberté.
On a quand même l'habitude de discuter, oui, avec nos maîtres d'ouvrage. Ce qui était, je pense, assez nouveau, et ça a été dit dans la dernière table ronde de la matinée, c'est qu'en fait, là, il y avait quand même un espèce d'empilement de maîtrise d'ouvrage et de responsabilité. Donc, là où généralement on a un ou deux organismes, là, il y avait des organismes au-dessus qui vérifiaient que l'organisme qui bon, donc ça a créé à la fois une complexité, mais aussi un engagement commun. C'est-à-dire que souvent, nous, en tant que maître d'œuvre, c'est nous qu'on évalue. Voilà, on nous dit est-ce que vous avez bien fait, est-ce que c'est bien fait, et les maîtres d'ouvrage sont, enfin en tout cas, à ce que j'en sais, rarement évalués pendant les études. Là, on avait aussi cette question d'ambition commune, de timing à tenir, et donc finalement tout le monde avait des gens qui vérifiaient que tout était bien fait pour que ça fonctionne, et au final, ça a très bien marché. Puisque on a réussi, et je pense que ça a bien fonctionné aussi parce que les objectifs étaient clairs, les ambitions étaient partagées, les groupements qui ont été choisis pour répondre se sont engagés, et les gens, je dirais l'État, la Solidéo, enfin les gens qui donnaient les ambitions au départ et fixaient les règles étaient très clairs. Et il n'y a pas eu de revirement au milieu du gué qui dit non, finalement on va faire autrement parce qu'on a changé d'avis, ce qui peut nous arriver. Et donc ça c'était une grande force. Après c'était intéressant aussi d'avoir ces étapes-là qui nous permettaient de faire des bilans, de faire des choix aussi très rapidement sur la façon dont on avançait dans le projet. Guillaume Coupé, même retour pour vous. Oui, c'est un peu, je rebondis sur un peu ce que disait Laure sur l'empilement des différents acteurs sur le projet. Nous, c'est ce qu'on a rencontré aussi sur les deux équipements qu'on a fait pour la Solidéo, où la Solidéo jouait vraiment son rôle de faire la synthèse entre les contraintes de tout le monde, les communes, parce que c'est des équipements qui par la suite sont redonnés à la commune de Saint-Ouen, du Bourget en l'occurrence. Au Bourget, il y avait aussi une thématique avec la commune de Duny, parce que le village des médias s'étale sur les deux communes. Et c'est vrai que nous, maîtres d'œuvre, on est souvent un peu le réceptacle des contraintes de tout le monde, où parfois le maître d'ouvrage prend pas forcément son rôle, je vais pas dire d'arbitre, mais de synthétiseur de tout ce qu'on va faire, et de coordonnateur de tout ça, et pour ensuite travailler avec la maîtrise d'œuvre et effectivement avec des groupements de conception-réalisation où les entreprises portent quand même une grande part du risque et des enjeux. Donc nous, de ce point de vue-là, ça a été une collaboration avec la Solidéo qui était assez confortable, quoi. Robin Monnier, vous souhaitiez réagir? Oui, une petite réaction, parce que en tant que maître d'ouvrage public, effectivement, on n'a pas souvent l'habitude d'être contrôlé ou d'être... J'allais pas dire cornaqué, mais bon, enfin, je cherchais le bon terme. Non, simplement un mot pour saluer la position de la Solidéo en la matière, parce que c'est pas facile, effectivement, de venir demander des comptes à des maîtres d'ouvrage publics qui n'ont pas forcément l'habitude d'en rendre, en tout cas pas dans ces configurations-là. Et simplement saluer l'intelligence de cette coordination, puisqu'elle s'est faite avec des méthodologies qui n'étaient pas simplement un relevé de compteur, de planning, de dépenses ou d'objectifs de performance environnementale. C'est une approche intéressante qui a amené des nouvelles informations, puisqu'il y a eu une matrice de gestion des risques qui a été utilisée et qui est pas forcément, qui a amené un regard différent de ce que les maîtres d'ouvrage ont l'habitude de faire. Et je pense que justement par ce type de regard un peu dézoomé, décalé, en identifiant les grands risques et simplement en travaillant sur ces risques pour savoir comment on les manage et comment on les évite, ça a amené une dimension supplémentaire dans le pilotage des projets. Et de fait, ça a évité, je pense, en tout cas des frictions ou en tout cas des mouvements d'humeur qui ont été tout à fait gérés de manière intelligente par Solidéo. Avec une livraison dans les temps.
Voilà. Vous avez beaucoup parlé d'héritage, c'est un mot qui depuis ce matin a été de nombreuses fois prononcé. Il s'agit de cette notion de la durée des équipements dans le temps et pas uniquement c'est pas one shot, c'est pas juste les JO. Comment cela a également été pris en compte, encore une fois, dans cette conception des bâtiments? Ça passe par le côté modulable d'une certaine partie de ces bâtiments. Sur le centre aquatique et olympique, je sais que ça a été un paramètre très important. Pour nous, en fin de compte, on construisait pour l'héritage. Oui, les JO, c'était... Et il y a un grand événement, plutôt grand événement, qu'il va falloir bien organiser, mais c'était vraiment pour l'héritage. Et peut-être la dimension supplémentaire, on avait l'exploitation commerciale qui était à nos côtés dès le début, avant de poser un trait sur le papier. Et du coup, je dirais, la première conception, elle s'est faite de façon programmatique. Donc, c'est-à-dire, à côté des grands bassins olympiques, on a besoin de quoi sur le territoire? Donc le choix de Récréa comme exploitant, non, on a besoin de savoir nager, tout le monde le sait entre-temps dans le 93, donc un bassin pour apprendre à nager, on a besoin de ne pas avoir peur de l'eau, tout le monde ne part pas en vacances, donc on a besoin d'un bassin aqualudique, et puis c'est vachement bien la piscine, mais tout le monde n'aime pas l'eau, donc qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a une énorme diversité sur le territoire qui en fait sa richesse, donc comment on arrive à faire des sports plus urbains, qui sont peut-être pas en club, donc on a le paddle, on a Arcos, on a un restaurant, donc toute cette programmation c'était un vrai cadeau pour nous, pour faire un complexe sportif qui va bientôt ouvrir ses portes. On est impatient de jouer au paddle, mais pour nous on reste des architectes, donc la question c'était comment on réunit cette diversité de sports dans un même bâtiment très compact et où on va créer des clins d'œil, des transparences entre, si on joue au paddle, on voit le champion de France s'entraîner sur le plongeon, on voit une famille qui est en train de se baigner. Donc pour nous, c'était vraiment une expérience, et j'invite tout le monde d'ailleurs à aller pratiquer le sport, pour voir ce côté lisible d'échange et de rencontre qui, pour nous, est une des valeurs de la société à laquelle nous devons travailler pour retrouver cette cohésion sociale qu'on a des fois perdue. Je rajouterais, en fait, il y a une grande notion qui est importante, c'est la question de l'ouverture de ce bâtiment sur le territoire. Donc, il y a le centre aquatique, il y a sa passerelle qui le relie quand même au-dessus de l'autoroute au Stade de France et donc à l'autre côté de Saint-Denis et qui va être très important dans le développement de tout le quartier de la Zac-Saulnier et donc dans toute l'urbanisation de la zone avec un quartier mixte, éco-conçu et tout ça. Mais donc ça c'était important et surtout de faire un bâtiment qui est ouvert. Un bâtiment qui est ouvert et on a fait un micro-trottoir vraiment avant de commencer à travailler et c'est vrai que c'était un bâtiment pour les JO, le seul bâtiment construit durable, donc on voulait pas faire d'éléphant blanc, ça c'était clair, mais surtout on voulait que ce bâtiment il invite tout le monde à rentrer à l'intérieur. Donc déjà on peut aller devant et voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin de payer un ticket pour voir la piscine olympique, vous pouvez aller sur le parvis et vous voyez tout, donc ça c'est super. Vous pouvez rentrer dans le hall, monter et voir tous les sports qui vont se passer à l'intérieur et d'avoir vraiment la contre-proposition, je dirais, de l'équipement sportif opaque, fermé, avec juste la petite porte et le tourniquet. Une grande attention à l'accueil des accompagnants. Donc il y a un restaurant, mais il y a aussi dans le hall des capacités de venir travailler, de venir s'asseoir. Voilà. L'idée, c'est que ce soit un lieu de vie. Et ça, c'était vraiment très important. Et de faire un équipement qui soit à l'échelle métropolitaine, même s'il a eu une visibilité mondiale. Voilà. En complément sur la question d'héritage, je le disais tout à l'heure, dans la programmation, on a dû construire cette réflexion autour de l'événement mondial incroyable olympique et puis la vie de l'ouvrage pour les 60 ans à venir, ou 50, je ne sais pas. Et de fait, nous, ce qui a été clairement affiché et inscrit dans la programmation et donc dans la conception, c'est le savoir nager également pour la piscine de Marville, puisque malgré l'arrivée du CAO, l'arrivée de la piscine de Marville, il manque encore des piscines en Seine-Saint-Denis pour que notre jeunesse puisse arriver à savoir nager en 6e. Donc on a encore beaucoup de chemin, mais de fait, ce travail-là
sur le savoir nager était inscrit dans la conception et dans la programmation de cette piscine de Marville. Et d'ailleurs, en exploitation, nos exploitants sont chargés de mettre en œuvre justement ces accueils scolaires notamment. Et pour le prisme, c'était le développement du parasport. Donc c'est ça qu'on démarre aujourd'hui. Alors bien sûr avec l'immense et la magnifique impulsion des Jeux paralympiques, mais on a souhaité faire en sorte que cet équipement soit le vaisseau amiral du développement du sport para en France. Et donc c'est ça notre héritage pour le prisme. On a encore beaucoup de travail pour justement atteindre ce niveau-là, mais ces ambitions-là étaient inscrites dès le départ, et je pense que c'est cette programmation claire qui nous permet d'avoir des équipements à la hauteur aujourd'hui. Des équipements agréables pour la vie, pour le quotidien, pour l'apprentissage, modulables, et puis même de l'anticipation, Guillaume Coupet, puisqu'au-delà du gymnase du Bourget dont on a parlé, il y avait aussi ce groupe scolaire dont vous avez été chargé de la conception, et là c'était vraiment long shot, c'était en prévision d'une transformation du village olympique. C'est ça, oui. On a travaillé sur le groupe scolaire du village olympique, c'est son nom officiel, à Saint-Ouen. Donc pour nous, au début, c'était un peu curieux de se dire on va faire un village olympique, on va faire un groupe scolaire pour le village olympique, puisqu'on pense d'abord aux athlètes, d'abord aux journalistes, d'abord à toutes les fonctions des JO. On se dit qu'est-ce qu'ils vont faire dans un groupe scolaire. Mais c'était la notion d'héritage un peu avant l'heure, où l'héritage s'est fait en fait avant les Jeux, puisqu'on a conçu et construit ce groupe scolaire donc juste à côté du village olympique sur la commune de Saint-Ouen, et il a ouvert ses portes en septembre 2023, donc quasiment un an avant les Jeux. Et c'est un groupe scolaire qui a été conçu dans l'optique d'accueillir déjà il y avait déjà une demande de la commune de Saint-Ouen sur un groupe scolaire sur cette zone. Donc il a pu être utilisé tout de suite par les enfants de la commune, et il a été conçu dans une flexibilité pour accueillir les enfants des familles qui vont s'installer dans les logements dont on a parlé ce matin, qui deviennent des logements dans les immeubles qui ont accueilli le village olympique. Donc c'est un groupe scolaire avec des classes flexibles, la possibilité de faire des classes en plus, de les diviser, une modularité dans le bâti, un système poteau-poutre qui permet effectivement de le transformer. C'est un groupe scolaire qui est tout en bois, et donc c'est une notion d'héritage vraiment à l'inverse de ce qu'on a pu voir, et sans forcément de transformation spécifique au moment des Jeux, puisqu'il n'y a pas eu d'événement particulier pour les Jeux dans l'équipement. Et pour le gymnase du Bourget, c'est une notion d'héritage aussi un peu différente, mais on a livré le gymnase juste avant les Jeux dans son état final, donc déjà comme s'il a été utilisable tout de suite par la ville du Bourget. Paris 2024 est venu l'occuper de manière temporaire avec quelques aménagements intérieurs, mais vraiment assez sommaires, assez légers, et ils sont repartis ensuite comme un événement classique dans un bâtiment, comme on peut voir partout. Et du coup, le gymnase a pu ouvrir ses portes assez vite après les Jeux, quelques semaines après les Jeux, en fin d'année dernière. Donc ces deux équipements aujourd'hui sont en fonction, on voit comment ils fonctionnent, et au gymnase du Bourget, on voit c'était pas forcément une évidence non plus, parce qu'il n'y avait pas de club d'escalade par exemple au Bourget à ce moment-là. Donc la programmation a fait qu'on y a implanté je crois que c'est une des salles d'escalade les plus grandes de France, avec l'importance de ces murs. Mais aujourd'hui, il y a un club d'escalade qui l'a récupéré. Ils ont organisé les championnats départementaux de la Seine-Saint-Denis il y a quelques jours. On voit que ça prend de l'ampleur, et c'est intéressant pour nous, architectes, de voir comment ça a vécu, et qu'après les Jeux, on n'est pas en train de se dire on a un bel équipement, mais il n'y a pas d'usage à mettre dedans, quoi. Oui, là on est complètement dans le concret. Un point qui était important, un message important que la Solidéo, je crois, voulait faire passer aussi avec cette belle journée, c'est la notion de réplicabilité. Certes, le contexte était lui extraordinaire, mais l'idée, c'est aussi de faire passer l'idée qu'il y a une grosse concomitance, 70 équipements sur une durée très limitée, mais qu'en cela, sinon, il n'y avait rien d'extraordinaire. Ça peut tout à fait être reproductible, porté par des collectivités. C'était important pour la Solidéo. Oui, c'était même essentiel, quand on parle d'engagements environnementaux, d'accessibilité universelle, d'enjeux sur le confort, etc. Tous ces éléments-là, ils ont été inscrits au même niveau, avec cet enjeu d'inscrire l'objet dans le territoire et dans la problématique dans laquelle on pourrait répondre. On a évoqué les besoins de piscine, on a évoqué tous les enjeux d'accessibilité, et Prism est un exemple exceptionnel dans ce cadre-là, où grâce au jeu, on a fait parler d'accessibilité universelle, on a conçu des ouvrages accessibles à tous, pas seulement pour des équipements, mais également pour des espaces publics.
et de montrer que cette réflexion-là, elle est réplicable à toutes les échelles. Au Bourget, on travaille sur un grand parc d'export où on a réalisé des équipements, un tennis, un stade, un gymnase, un groupe scolaire à côté, qui répond à une problématique tout en étant capable d'associer ces éléments environnementaux, ces éléments de charte sociale, ces éléments d'accessibilité qui permettent de répondre à des problématiques actuelles et qui sont toutes réplicables. On a, sur les thématiques environnementales, anticipé, c'est ce qu'on a évoqué ce matin, on a vraiment anticipé ce qu'aujourd'hui on a eu la RE 2020 et on est même au-delà un peu des engagements actuels. Donc ça, c'est une réussite forte, mais qui sont réplicables grâce à une communication extrêmement importante, grâce à un collectif. On n'a jamais été seul dans ces problématiques-là, que ça soit seul côté maîtrise d'ouvrage ou seule entreprise. Ça a été un travail collectif qui a permis cette réplicabilité-là. Et puis également d'être une forme d'agilité dans la réflexion, c'est-à-dire de se donner les moyens de décider, de se donner les moyens d'évoluer, tout en gardant les mêmes objectifs. On peut avoir des objectifs avec des moyens qui peuvent évoluer au cours du temps et qui peuvent permettre d'atteindre le même objectif. On a plein d'outils, il faut s'ouvrir aussi. On a été très modeste sur la façon dont on a appréhendé les choses. Il existe plein de solutions, on est capable de les utiliser en tant que maître d'ouvrage à des coûts qui sont équivalents. Il faut vraiment être curieux de ça. C'est cette curiosité-là qu'on a aussi essayé de développer à la Solidéo, d'assurer cette réplicabilité et de se dire on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout, on va s'entourer de personnes, on va travailler avec l'agence qualité construction, avec le CSTB, avec des bureaux d'études qui vont apporter des solutions à budget équivalent et qui vont permettre d'atteindre les résultats. C'est ces enjeux de réplicabilité-là, je pense, qui sont importants. On parle de collectif, je pense qu'il faut absolument parler de curiosité. Il faut être curieux dans ce qu'on fait pour trouver des solutions qui nous permettent de répondre à des objectifs du territoire. C'est l'enjeu fort. Il n'y a pas d'éléphant blanc comme on évoquait ce matin. On a simplement été au bout de notre logique et de notre curiosité, de notre capacité de réaction face à des difficultés qu'on a rencontrées, qu'on a su surmonter grâce à ce collectif. Robin Monnier, c'est un sentiment que vous partagez sur cette réplicabilité en s'inspirant peut-être de cette comitologie, notamment de ces standards. Oui, moi je peux confesser 2 réplications. Enfin, non, on a, je le disais tout à l'heure, travaillé dès la programmation sur la question des objectifs environnementaux en matière de piscine, en matière de qualité de l'eau, de qualité de l'air, de consommation, etc. Donc, et on a utilisé aujourd'hui dans notre propre plan piscine, c'est-à-dire dans notre dispositif de financement des maîtres d'ouvrage sur le territoire de la Seine-Saint-Denis pour construire des piscines, des objectifs de performance qui sont issus de ce qui avait été construit avec la Solidéo. Parce que justement ça nous permettait ça nous est apparu comme étant le bon outil pour encourager les maîtres d'ouvrage qu'on finançait les collectivités qu'on finançait à être vertueux en matière environnementale sur la piscine. Donc on a quelque part repris ce programme-là. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, on le disait, mais la comitologie mise en place par Solidéo pour piloter un portefeuille d'opérations, ça nous a beaucoup intéressés, notamment avec cette matrice des risques, parce qu'on est nous-mêmes aussi maîtres d'ouvrage de plein d'opérations et on a trouvé ça très inspirant de pouvoir créer cette intelligence collective en réunissant les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre et les entreprises et les bureaux d'études autour d'objectifs collectifs communs. Donc on n'a pas des échéances unique comme c'était le cas pour les Jeux Olympiques, mais en tout cas dans la méthode de gestion des risques, on est en train de piquer les idées de la Solidéo pour les appliquer à nos affaires, à nos opérations. Mais vous avez bien raison. Je vous propose simplement de faire marquer un temps dédié aux questions éventuelles de la salle, si vous en avez pour nos intervenants. Allez-y, n'hésitez pas. Lancez-vous. Peut-être sur les enjeux de sobriété, sur le process. N'hésitez pas. Alors, on va continuer si vraiment il n'y a pas de questions, et puis on pourra y revenir à la fin si d'ici là certaines vous arrivent en tête. Madame, juste ici, de votre côté. Oui. 5e rang, si on part de la Seine, si je compte bien.
Merci beaucoup. Moi, j'aurais une question sur la phase exploitation. Peut-être quelles associations sportives, comment les associations sportives vont être intégrées dans ces équipements sportifs que vous avez conçus? Alors, je vais juste dire, il y a évidemment, dans le programme, il y avait, en tout cas pour le centre aquatique, il y avait déjà une prévision d'intégration des associations sportives. On va être par exemple le centre d'entraînement du pôle de plongeon de la natation française, voilà. Donc on espère qu'ils vont avoir de super médailles en 2028, parce qu'ils n'avaient pas de centre d'entraînement vraiment fixe. Donc voilà, et puis on avait tout un planning d'intégration de ces associations. Et je pense que j'ai vu pas mal d'associations qui ont visité l'équipement et qui vont sûrement demander à pouvoir venir aussi. Donc voilà, ça c'est en tout cas c'était un peu prévu. En phase d'exploitation, il y a une ingénierie du créneau qui se met en place, puisque un des travaux qu'on a mené dès la conception, mais qui prend davantage de place désormais que les ouvrages sont livrés, c'est justement l'identification des différents publics, quel club, quelle association, quel scolaire, quel grand public, quel partenaire, pour répartir les différents créneaux qui pourraient exister dans tous les différents ateliers entre guillemets sportifs qui existent dans ces équipements. Donc c'est ce travail-là qui est fait en utilisant tous les partenariats qu'une collectivité peut lier quand elle développe une politique sportive, une politique publique sportive, donc encore une fois avec les scolaires, avec les fédérations, avec le grand public. Donc c'est l'essence justement de ces équipements, c'est de s'assurer qu'ils touchent ensuite la cible qui avait été identifiée par les donneurs d'ordre, quoi. Je rajouterais peut-être en sachant que on ne sait pas tout. Donc on est parti avec des données de base qui paraissent la bonne donnée de base, mais forcément dans 5-10 ans, quel sport on va faire, comment on va évoluer. Et je pense que c'était un des enjeux, c'était de faire un bâtiment, de créer des possibles. Et peut-être comme exemple, en tout cas dans le cadre du centre aquatique olympique, on a un énorme plateau sportif sur lequel on a construit une tribune temporaire donc pour les Jeux olympiques, car on avait besoin de beaucoup plus de place, qui a été louée, qui a été démontée. Pendant le concours, c'était du basket. Aujourd'hui, c'est du paddle. Dans 5-10 ans, ça sera autre chose. Et je pense que ce côté de réversibilité, c'est aussi de dire au bout d'un moment, on fait des choix, on crée des possibles. Et il y a une intelligence de voir comment on exploite ces possibles. Et c'est vraiment la chance, en tout cas, je trouve qu'on a eu de réflexion dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et on a 3000 sièges pour accueillir des compétitions de natation. Mais j'espère qu'on aura un jour un défilé de mode, un concert, j'en sais rien. Autre chose, quoi. On a 3000 places. Donc, il y a plein de possibles encore à créer. Et c'est cette agilité collective qui fait que ça va être sympa. Une autre question éventuellement? Oui, madame, juste ici. Oui, bonjour. J'avais une question sur la gestion énergétique et la sobriété énergétique des bâtiments. C'est pas un sujet que vous avez beaucoup évoqué, et en quoi les bâtiments étaient particulièrement performants sur ce sujet-là? Ce sujet-là, il a fait partie de nos premières réflexions, notamment sur les piscines, si on évoquait le centre aquatique olympique, où d'une part, on a moins de connaissances que par rapport au volet bâtimentaire sur les données d'exploitation, elles sont difficiles à obtenir. Donc on a essayé de travailler sur la bibliographie, sur les réponses à des différents bureaux d'études, et notamment ISPLEX qui nous a accompagnés dans ce travail-là. Et ensuite de mettre en place tous les dispositifs. On a évoqué la compacité, et c'est le premier exemple. Le premier exemple pour améliorer ses consommations énergétiques et diminuer les coûts de maintenance, c'est la compacité. C'est comment, architecturellement parlant, on diminue les consommations énergétiques. Ça a été la première réponse. La deuxième, ça c'est réplicable, c'est typiquement cette réflexion-là est réplicable par tous avec le travail entre un architecte et un bureau d'études.
La deuxième réponse que l'on a trouvée, ce sont cette curiosité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire tous les dispositifs de récupération d'énergie aujourd'hui qu'on maîtrise, récupération d'énergie sur eau grise, récupération de l'eau, c'est tous ces éléments-là qui permettent de diminuer les consommations énergétiques. Sur le CAO, qui est un cas particulier, on a presque moins 50% de consommation énergétique par rapport à une piscine de cette taille-là. Sur les piscines que l'on a rénovées, on a entre 10 et 20%. Grâce à une réflexion extrêmement précise sur l'objet sur lequel on a. Et le deuxième gros levier, c'est le raccordement au réseau d'énergie. On l'a évoqué ce matin dans le cadre du village des athlètes, qui est une source majeure. On n'a pas donné de chiffres, mais grâce à ce réseau d'énergie, on diminue également sur l'ensemble de ce cycle de vie les consommations énergétiques des logements et donc des piscines aussi. C'est-à-dire que notre réseau énergétique alimenté à 55 ou plus d'énergie renouvelable, il permet d'améliorer le mix énergétique tout en travaillant sur la conception architecturale et la conception d'enveloppe. On a beaucoup travaillé sur les ponts thermiques, sur la gestion des ponts thermiques, sur ce travail de sensibilisation des entreprises. C'est peut-être très facile, mais il faut que l'ensemble des compagnons qui soient sur le site comprennent pourquoi on a focalisé sur l'étanchéité à l'air, pourquoi on a mis des points de vigilance, pourquoi on a demandé des tests, réalisation de tests pour évaluer les fuites par exemple. Voilà comment on a travaillé, comment on obtient ces résultats-là sur des piscines autour entre 10 et 20%, sur des gymnases où on réduit également les consommations énergétiques. Et là aussi, il faut être tout à fait humble. L'enjeu, l'héritage qu'on a évoqué ce matin, c'est de consolider ces retours de données. On a travaillé au sein de la Solidéo pour avoir des suivis pendant 2 ans après la livraison de l'ouvrage. C'est grâce à ces données-là qu'on va pouvoir nourrir la réflexion globale, valider ou non les solutions qui ont été mises en place dans des projets exceptionnels comme ça sur le CAO et qui vont permettre à d'autres maîtres d'ouvrage de repenser le fonctionnement de ces piscines ou de ces équipements sportifs ou de ces groupes scolaires au regard de ces données-là. Juste pour compléter sur le centre aquatique olympique, il y a effectivement tout ce qui, le réseau de chaleur et tout ça, mais aussi la capacité du bâtiment à produire sa propre énergie. Très rapidement sur le choix qu'on a fait avec Cécilia sur la question de la toiture, c'était d'avoir une toiture très très légère sur laquelle on plante pas d'arbres ou on monte pas, parce que l'idée c'était d'avoir une structure très fine en dessous et d'utiliser moins de matière, mais on avait quand même 6000 m² de toiture. Voilà. Et avec le groupement, on a créé cette ferme solaire, puisqu'il y a 5000 m² de panneaux photovoltaïques. Alors ça paraît rien, mais en fait il faut imaginer que déjà on a trouvé un investisseur pour installer, gérer ces panneaux solaires, que l'énergie est utilisée en direct dans le bâtiment. C'est la chance ou la malchance, mais bon, c'est l'intérêt en tout cas d'un centre aquatique, c'est que ça demande de l'énergie tout le temps, été, hiver, 24/24. Voilà, donc c'est utilisé tout le temps. Non, mais c'est vrai que voilà. Et ensuite, il y avait la question technique qui était que on a une toiture qui est très fine et qui bouge, puisqu'on a 90 mètres de portée, avec une toiture qui est dynamique. Et donc on a une innovation qui est vraiment la grande innovation sur le bâtiment, qui est de pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture, donc pas sur des pieds, voilà. Et donc on a beaucoup travaillé avec le CSTB. Cet ATEX-là, il va permettre aussi de peut-être équiper d'autres bâtiments qui ont les mêmes problématiques de structure avec des panneaux photovoltaïques. Encore une fois, le CAO, il s'est inscrit dans son territoire. Une des solutions qui a été mise en place également, c'est de récupérer l'énergie sur un data center qui est juste à côté. Donc on a un ensemble de solutions à coût équivalent qui permet d'apporter de l'énergie, donc de réduire de façon importante les consommations énergétiques du bâtiment, quelle que soit son utilisation et l'évolution possible dans le temps. On sait que ces mix énergétiques-là, ils vont être vertueux de plus en plus dans les années à venir, et on se dote dès maintenant, dès la réalisation de ces ouvrages-là, des moyens d'utiliser au maximum, de perfectionner les performances énergétiques du bâti. Un mot peut-être chacun pour conclure cette table ronde sur... il y avait encore des questions. Alors, une rapide, avec une réponse rapide. Alors s'il n'y a pas le son, vous n'allez pas... Non. Oui, ça a l'air de marcher maintenant.
Ça a l'air de marcher, Oui. oui, tout à fait. C'est une question un peu à côté, mais c'est une question d'aménageur. On est très intéressé souvent par le côté d'aménagement des espaces publics. Je sais bien qu'on est plus équipement, mais ça n'a pas trop été évoqué ce matin. Et quand on est aménageur, on cherche aussi à réduire son empreinte quand on intervient sur les espaces publics. Est-ce que quelqu'un sur chaîne peut nous donner quelques indications, même si c'est esquissé? Merci. Oui, je peux répondre un peu là-dessus. Déjà, sur ces empreintes carbone-là, c'est ne pas construire. C'est favoriser au maximum les espaces verts, travailler sur la pérennisation et le respect de l'ensemble des espaces verts qu'on peut prendre. Et ça a été la philosophie de la Solidéo. Que ça soit, on évoque les équipements, mais c'est pareil. Par exemple, devant le gymnase, on a tout un travail de plantation qui permet de créer ces espaces et c'est la même chose pour le CAO d'ailleurs, pour créer ces espaces verts, adaptés aux îlots de chaleur urbains, travailler sur la méthodologie, c'est-à-dire quel type d'éléments on peut utiliser, des pavés de réemploi, des solutions de mobilier. L'enjeu de l'économie circulaire est fondamental sur ces espaces-là, et puis également sur un espace qui est accessible à tous. On a beaucoup travaillé, on pourra revenir dans les échanges suivants, sur répondre aujourd'hui, quelles sont les problématiques, comment on répond aux îlots de chaleur urbains, comment on améliore la qualité d'air, comment on crée un lieu de confort, puisque l'usage des espaces publics a complètement évolué. On a commencé à en parler ce matin, mais on doit créer des habitats qui soient confortables à tous et dans lesquels on peut à la fois travailler, à la fois trouver des zones de refuge et à la fois travailler cette biodiversité-là pour créer des continuités écologiques à l'échelle du territoire. Voilà comment on a réfléchi. On a mis les mêmes enjeux sur le bâtimentaire, ce qu'on a évoqué beaucoup, avec les espaces publics. Le cahier des charges était identique, avec une temporalité, après je coupe là, qui est assez différente et qui est très intéressante. Pour un projet, on livre le bâtiment, l'équipement public finalisé, donc là on parle de celui-là. Pour un espace public, le projet il commence quand on le livre, puisqu'on va avoir une maturité des habitats qui va être entre 5, 7, 10 ans. Et c'est là aussi où il faut accompagner dans la suite par un entretien adapté, etc. Très bien. Alors, on me fait signe dans la salle. Il y avait une dernière question encore ? Oui. Non, très rapidement, une réaction peut-être, Henri, avant qu'on termine. Effectivement, on a très peu abordé la question de l'aménagement des espaces publics ce matin. Beaucoup d'aménageurs ont aussi conduit des opérations, je pense notamment sur le réemploi du béton. Quand on déconstruit, aujourd'hui c'est quasi un réflexe que d'utiliser les bétons en concassé sous les infrastructures. La question des technosols qui ont pris un essor considérable ces dernières années chez les aménageurs publics en France. Donc, par contre, il y a une vraie différence, c'est que là, on a réussi à mettre très tôt des outils de suivi ne serait-ce que sur le bilan carbone, on l'a mis en place dès le départ. Et on a monitoré tout notre projet dès le départ, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'en tirer un bilan complet. Donc il y avait quelque part la prose qu'on faisait sans le savoir, mais là, il y a vraiment eu ce suivi et ce côté très analytique dès le départ de l'opération, et avec un degré de précision, comme tu le disais Benjamin, qui est aujourd'hui le même sur les espaces publics que sur les bâtiments. Et donc on a tous nos suivis, nos séries de calculs qui sont du même niveau de précision. Et quand on a établi le bilan carbone du village, ça a été un bilan carbone cumulé, espace public, bâtiment, exploitation. Et donc c'est vraiment cette synthèse qu'on a pu mettre en place parce que mis en place dès le départ. Merci beaucoup. On va essayer de respecter le timing qui nous était imparti. Je vais vous remercier tous les 5 pour vos éclairages très intéressants sur vos projets respectifs. Merci à vous, on peut les applaudir.